D'accord, donc bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous cet après-midi pour parler des nouveautés qui étaient annoncées au niveau de Google Cloud Next 2023 à San Francisco du 29 au 31 août. Et aujourd'hui, nous allons en fait discuter voilà, de toutes ces nouveautés. Et je suis là aujourd'hui avec Armel Yara, qui est le lead de la communauté TensorFlow User Group Abidjan et le co-lead de la communauté Google Developer Group GDG Cocody. Également, on a Ezekiel Bokovic qui est le lead de la communauté GDG Cloud Abidjan et qui est aussi expert développeur Google en Google Cloud. Donc, aujourd'hui, c'est lui qui va vraiment nous apporter beaucoup d'informations. Ok, nous avons aussi Mohamed Ouedraogo qui est un étudiant en informatique qui est très passionné des nouvelles technologies et qui est avec nous aujourd'hui pour discuter voilà, sur tout ce qui est cloud, tout ce qui est intelligence artificielle et tout. Donc, je sais pas, Yara, tu as la parole, si tu veux dire quelque chose. Bonjour à tous. Merci d'être là, monsieur Mohamed aussi. Donc, comme il a dit, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas de workshop, d'atelier pratique. C'est une discussion autour des nouveautés euh, de Google Cloud, ce que Google Cloud nous offre. Euh, on va parler aussi de ce que nous utilisons déjà, quelles sont les nouveautés qui ont été apportées, comment est-ce qu'en Côte d'Ivoire, si on pourrait les utiliser, comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces services-là pour le business, aussi dans les entreprises, etc., etc., pour les développeurs. Et puis, bon, voilà. Donc, juste discuter comme ça. Donc, comme il a dit, moi, je suis Ahmed Yara, je suis lead de la communauté TensorFlow User Group d'Abidjan. Moi, je suis au niveau du Cloud Next. Donc, moi, je vais plus parler de tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a eu comme intelligence artificielle. Euh, Tous les outils qui permettent de faire de l'intelligence artificielle sur Cloud Next, donc du machine learning, du deep learning, etc. Et puis, donner quelques informations aussi sur la communauté TensorFlow, etc., etc. Donc, voilà. Merci. Ezekias? Je pense qu'il n'est pas encore disponible. Aïe, aïe, aïe. D'accord, donc globalement, moi, ce que j'ai pu retenir au niveau euh, de ces 2 jours-là, ils ont mis l'accent beaucoup plus sur l'intelligence artificielle. Il y a eu Duet AI, etc. Donc, je pense que depuis un moment, depuis euh, Google I.O. comment on appelle ça? Google I.O., ils mettent beaucoup plus l'accent sur l'intelligence artificielle. On ne sait pas quel gros coup ils nous préparent. Donc, Armel, est-ce que toi qui es un peu expert en intelligence artificielle, TensorFlow, etc., est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quelles sont les retombées de Duet AI et quelles sont ses implications avec tout ce qui est Generative AI, etc.? Alors, concernant Jet AI, comme tout le monde, en fait, j'ai découvert en fait ce truc-là un peu avec la présentation. Je n'avais entendu parler, mais j'avais vraiment pas fait attention à ça. Et dernièrement, là, j'ai vu un peu qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça nous donne en termes qu'on appelle ça, de gestion, dans la gestion des projets de machine learning et puis de deep learning. Ça, c'est un élément de collaboration, comme on peut le dire, en fait, GTI. Donc, vous allez utiliser GTI
sur Google Cloud, mais ça vous permet en fait de collaborer avec vos gars dans les équipes. Bon, avec de collaborer avec vos membres dans une équipe, si vous travaillez data scientist et tout. Donc, ça vous aide en fait dans la rédaction, d'accord? Ça vous aide en fait aussi dans les feuilles, disons, les, les sheets, Google Sheets, ce genre de trucs-là. Il cherche son nom avec Microsoft Excel, par exemple. Voilà. Excel. Donc, avec Excel, vous avez aussi la capacité, en fait, de gérer vos projets. Donc, il y a du project manager. Bon, la gestion de projet, en fait, project management avec ça. Vous avez aussi la capacité, en fait, de prendre des notes lors des meetings, la création de visuels, la création de visuels et tout ce qui vous permet, en fait, de collaborer avec vos équipes quand vous êtes en train de travailler sur un projet. Voilà. Donc, moi, je ne l'ai pas encore testé, en toute sincérité. Je ne l'ai pas encore testé, mais je pense pouvoir m'y pencher là-dessus parce que ça. Mais derrière, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si ça permet, en fait, ça permet de faire tout ça, c'est que vous aurez des modèles de machine learning qui ont été développés derrière, par exemple, comme les LLMs, donc les language models pour le langage, en fait, language model pour tout ce qu'il y a comme NLP et tout ça. Si vous avez la gestion au niveau des projects, au niveau des meetings aussi, vous aurez, en fait, au niveau vous aurez du computer vision, donc la vision par ordinateur qui vous permet d'exécuter ce genre de choses. Donc, les modèles qui ont été développés permettent en fait de créer des systèmes intelligents qui permettent soit de faire de la collaboration comme Duet AI, soit qui permet de automatiser certains processus dans les entreprises. Ça permet en fait de digitaliser entièrement une entreprise, etc. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire en fait pour le moment sur Duet AI. D'accord. Une petite question. Comme tu fais du VTS AI, quel rapport il y a entre ces deux technologies, Duet AI et VTS AI? Duet, les deux, Duet AI est un outil collaboratif, ça reste un élément de Google Cloud. Par contre, Vertex AI, c'est une plateforme d'intelligence, une plateforme de machine learning en fait. Ce qui est intéressant avec Vertex AI, c'est que vous pouvez monter des modèles, vous pouvez créer en fait des modèles de machine learning qui vont vous permettre en fait de faire euh, qui vont vous permettre en fait de faire de la classification d'images, par exemple, la translate des textes, donc le langage. Vous aurez aussi la possibilité de faire du time series, les séries chronologiques dans les prévisions avec les météos et tout. Donc, vous pourrez créer des modèles, par exemple. Donc, vous allez, par exemple, charger votre dataset, jeu de données. Après, vous allez entraîner votre modèle et puis vous allez pouvoir faire des prédictions là-dessus. Voilà. Donc, c'est une plateforme qui vous permet de faire ça. Il y a aussi le fait que vous pouvez créer votre modèle à vous sans vraiment aller sur Vertex AI. Vous créez votre modèle et aussi, voilà, il y a Ezekiel qui n'a pas pu être là, qui dit qu'il est occupé. Donc, vous créez votre modèle, après vous l'envoyez sur Vertex AI, donc avec AutoML. Et puis, vous allez pouvoir faire des prédictions là-dessus. Ou soit, vous allez sur VTS AI, vous allez dans une partie où il y a du notebook qui est entièrement géré. Vous créez votre modèle là-bas. Vous le connectez, par exemple, à BigQuery pour récupérer la source de données.
et puis vous faites des prédictions, vous entraînez le modèle, et puis vous faites des prédictions. Donc, il y a trois choses sur Vertex AI, qui est une plateforme de machine learning. Vous créez vous chargez votre modèle de jeu de données là-bas, vous entraînez le modèle, vous créez un endpoint, donc un lien pour pouvoir faire de la prédiction en ligne. Soit vous créez votre modèle sur Google Colab en local, vous le mettez là-bas, donc vous le déployez là-bas, et puis ensuite vous créez un endpoint et puis vous faites des prédictions dessus. Ou soit, vous allez directement là-bas, vous faites un notebook, vous écrivez le code là-bas, vous le joignez à la source de données et puis après, vous faites la prédiction. Duet AI, c'est plus dans la collaboration. D'accord? Ça va vous permettre en fait de gérer vos projets par rapport à des tests AI. Voilà, donc en parlant d'analyse de données avec le nouveau BigQuery Studio, j'ai vu aussi qu'ils ont fait la présentation d'une nouvelle interface pour pouvoir intégrer en fait tout ce qui est ingénierie de données et l'analyse prédictive dans BigQuery. Ouais. Ils ont aussi fait des annonces sur de nouvelles infrastructures et sécurité qu'on appelle FTW. Et j'ai vu que toutes les fonctionnalités en fait de Google Cloud, c'est-à-dire intelligence artificielle et autres, reposent en fait sur des offres d'infrastructures de sécurité de base sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir améliorer tout ce qui est donné. Et avant de continuer, nous avons Nadia, qui est la lead Women Techmakers Cloud Abidjan. Donc, je ne sais pas si Mohamed il a quelque chose à dire ou Nadia. Non, mais ce qui m'a le plus marqué, à part Jet AI, j'ai vu que Duet AI a été intégré en fait dans Google Workspace et ça c'est gigantesque. Par exemple sur Google Chat là, on peut créer en fait des groupes jusqu'à 500 000 participants. Ça c'est énorme, c'est énorme, 500 000 participants. Ah. Désolé, je me suis déconnecté. Et donc je disais que ce qui m'a marqué aussi, c'est que dans Google Workspace avec Duet AI, on peut créer des groupes dans Google Chat avec plus de 500 000 participants. Ouais, disons que là, c'est comme s'ils ont débloqué en fait un autre niveau de collaboration. Hein. C'est assez énorme. 500 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'on est capable de faire des événements en ligne, en fait. Ouais, ouais, ouais. Là, tu peux connecter en fait 500 000 personnes. Donc, les gars, ils sont à travers le monde. Et puis, ils regardent en fait la discussion ou l'événement en fait directement. Parce que 500 000 personnes, ça fait énorme. Ouais, ouais. Il faut voir aussi que Duet AI a été intégré dans Google Workspace et on peut créer à partir de la voix, du texte, des images, du graphique, basé sur du, des éléments ou des photos qui sont dans Google Drive ou bien dans nos mails. Tu peux par exemple dire à Duet AI créer une réunion sur Google Meet et puis tac, en une fraction de seconde, ça passe. C'est énorme. Ouais, C'est énorme. clairement. J'ai envie de montrer en fait juste une démonstration, une démo en fait Ouais, 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 ouais. de Jet AI en fait sur ce qu'ils ont fait là. Je vais partager ça. Vas-y. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que attendez que je regarde.
faut que je retrouve la démo. Ce qui est intéressant, c'est que avec Duet AI, bien prochainement, ils seront capables en fait du generative AI en fait. Parce qu'aujourd'hui, le generative Ouais, AI, par c'est exemple, clair. c'est le truc qui est en, qu'on appelle ça, qui est en vogue. Donc, on sera capable en fait avec ça de créer, comme tu l'as dit au départ, on dit, on ne sait pas ce qu'ils sont en train ils sont en train de C'est préparer en ça, fait, mais on est rentré dans une nouvelle phase où les gars, ils vont nous servir des choses c'est assez clair. impressionnantes en fait, tu vois. Ouais. Là, je suis en train de chercher où j'ai vu le truc du workspace là. Il faut que je retrouve ça. Ah, j'avais vu ça quelque part, c'est un peu loin. Bon, d'accord, on pourra continuer. Si je retrouve, je fais la présentation. Je n'avais pas positionné ça. D'accord. En attendant, C'était Dieu dans Workspace, c'est ça. ouais. Donc, en attendant, euh, il faut aussi dire que Google a aussi dit que AI peut en fait fournir une assistance en matière d'intelligence artificielle sur davantage de surface en insufflant en fait toute la puissance de l'intelligence artificielle de génération dans Google Cloud pour faciliter en fait le développement d'applications, des opérations, la gestion de migration de bases de données, l'analyse, la visualisation de données, la cybersécurité. Et en parlant en fait euh, de cloud, ils ont annoncé en fait un nouveau cloud, ce qu'on appelle Cloud TPU version 5E. Je ne sais pas si vous avez vu ça. En fait, ce nouveau cloud TPU version 5E permet en fait d'entraîner des charges de travail d'intelligence artificielle rapidement et à moins de coûts en plus. Et il y a aussi des machines virtuelles qui sont là pour vous aider à pouvoir entraîner tous vos charges de travail. Les machines virtuelles A3 basées sur GPU, NVIDIA, tout ça. C'est vraiment énorme. Et j'ai vu aussi qu'ils ont fait un partenariat avec GitLab. Ah, ces gars-là, je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, hein. Ça va commencer à devenir assez puissant, en fait. Le truc, c'est que, en fait, le, le fait d'avoir utilisé, le fait d'avoir utilisé l'intelligence artificielle, vous mettez en fait dans des positions où vous pouvez aller assez rapidement, tu vois. Ouais, Euh, donc, c'est assez clair. Là, je viens de retrouver la présentation. Ah, ce que je voulais présenter, c'était ça, tu vois. Euh, Par exemple, ici, vous allez mhm, avoir un résumé, en fait, de la conversation aussi euh, entre les différentes personnes autour de de votre discussion, en fait. Et puis, donc ça va générer, en fait, un résumé de la conversation que vous avez eue, d'accord? Et un récap, on peut envoyer un récap, en fait, aux participants. Voilà. ouais, Vous voyez un ça, peu ce qu'ils sont capables, en fait, de faire. Et puis, donc, si vous avez manqué le meeting, en fait, tu vois. Donc, par exemple, on a programmé le meeting, on t'a ajouté dans la liste de personnes qui devraient participer, mais qui n'a pas pu être là. Bon, donc ils ont discuté et tout. Lui, il va faire le résumé, il va t'envoyer. Et toute cette puissance-là, en fait, vient du fait qu'il y en a eu des langages de modèles, large langage modèle, en fait, qui permettent de faire ça. Donc, ça, c'est c'est tellement rapide et cette expansion va aller très, très rapidement. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de connaître ou bien de maîtriser du moins, de connaître certains outils, mais je dirais que ceux qui sont dans des postes ou bien dans du travail doivent, en fait, aujourd'hui, commencer à maîtriser ces outils-là. Parce qu'une fois que les entreprises vont commencer à avoir, ils vont demander des personnes qui maîtrisent ça.
tu vois. Ou C'est bien ça. même soit dans l'entreprise, si vous travaillez, vous avez des teams, les gens seront capables en fait d'utiliser ces produits-là. Donc, il va falloir que vous vous habituez directement. Voilà. C'est ça. Donc, parlons de ce fait que je viens d'évoquer. Dans nos sociétés africaines, ok, surtout en Afrique francophone, de par votre expérience, combien il y a d'entreprises qui utilisent le cloud, qui font confiance à Google Cloud? Et combien de personnes sont aptes à pouvoir intégrer ces solutions-là? Parce que s'il y a des entreprises qui veulent intégrer ces solutions-là, mais il faut qu'il y ait aussi des personnes capables de pouvoir implémenter toutes ces nouvelles technologies-là pour faire profit aux entreprises. Donc, comment est-ce que vous voyez la chose? Et ça, en tout cas en Afrique, ici, ça va chauffer parce que d'abord, il y a un problème au niveau il y a un problème au niveau du cloud, c'est que, bon, de la compréhension de ce que c'est que le cloud, en fait. Euh, Ils se disent que le problème, c'est encore rencontre, en fait, c'est que les données vont à l'extérieur. Voilà. Donc, mettre ces données sur Google Cloud, c'est comme si on donnait, en fait, accès à Google, d'avoir accès, en fait, aux données. Donc, il y a un problème au niveau du cloud. Euh, et puis, comment est-ce il faudrait intégrer ça? C'est sûr que pour pouvoir mettre à disposition ces outils-là dans une entreprise, par exemple, qui a migré sur Google Cloud, par exemple, il faudra un architecte cloud, quelqu'un associé d'ingénieur, euh, Exact. un architecte cloud ou quelqu'un qui est, disons, qui pourrait être peut-être ingénieur cloud, Google Cloud, qui va favoriser l'environnement, faire des programmations, mettre en place les services, etc., etc. Et ça, c'est d'autant plus important aussi. Maintenant, après, il faudrait aussi euh, parler aux gens, leur dire, les enseigner, disons, les éduquer au fait de pouvoir. C'est sûr que une institution étatique ne peut pas utiliser les services de Google. Ça, c'est clair. C'est vrai, étatique, la défense, la sécurité, voilà. Donc, ça, c'est un peu plus sensible. Donc, c'est clair que vous pouvez utiliser ce service, mais une entreprise, une startup, par exemple, voilà, pourrait utiliser en fait les services de Google. Euh, Generative AI avec Vertex, sur Vertex en fait. Jet AI, BigQuery, que j'affectionne particulièrement. C'est Ouais, ouais. vraiment ce truc est très, très intéressant. Ils ont réussi à combiner en fait BigQuery et machine learning. Donc, tu es capable en fait de créer un modèle qui fait des requêtes et qui fait des. D'abord, qui va faire les requêtes, donc il va récupérer en fait les données et puis il va te faire en fait une prédiction. Tu vois, et ça en utilisant les ressources de Google Cloud. Donc, tu vas te retrouver avec des centaines de millions de données qui vont être exécutées ou faire la prédiction en 0,02 secondes ou bien en une minute. C'est énorme, en fait. Donc, tu vois. Donc, c'est d'éduquer, en fait, les entreprises aussi là-dessus, les orienter, leur parler de ça pour que la modalité puisse changer et puis pourquoi pas utiliser les services de Google. Voilà. D'accord. Donc, en parlant d'entreprise, on a vu que GK, c'est-à-dire Google Kubernetes Engine, entreprise, voilà, permet en fait aux équipes de pouvoir distribuer en fait et d'exécuter plus rapidement, plus sûrement toutes leurs charges de travail les plus critiques. Voilà, donc euh, à part les États, je pense qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui sont en train, en fait, de migrer sur Google Cloud. Mais est-ce que, pour les coûts, comment est-ce que ça va se passer? Parce que je pense que sur Google Cloud, tu ne paies ce que tu consommes. Donc, est-ce qu'il y a il y a des entreprises aussi qui n'ont pas peur, en fait, de beaucoup dépenser?
dans tout ce qui est migration, charge de travail, etc. Ton micro est coupé, hein? Il y a des dépenses à faire, mais tout est une question de gouvernance, en fait. Il y a tout, pas plus tard que je crois la semaine dernière ou la semaine passée, j'étais à une conférence sur l'intelligence artificielle au niveau du marketing, donc l'expérience utilisateur. Et j'ai retenu quelque chose venant des panélistes, c'est que d'abord même avant d'utiliser en fait l'intelligence artificielle, par exemple, il vous faut en fait un plan. Il vous faut un plan de gouvernance, un plan de stratégie, une stratégie de transformation. Euh, et puis maintenant, dans cette stratégie de transformation, là, vous allez voir quelles sont les technologies en fait euh, de, qui vous permettent de pouvoir mettre en place cette stratégie-là, ou bien de pouvoir matérialiser cette stratégie. Donc, pour utiliser en fait ici les outils de Google, les services de Google, bien sûr que vous allez payer, mais il vous faut une gouvernance, d'accord, une stratégie, donc un budget. C'est comme un temps on parlait en fait des outils sur Facebook qui vous permettent de faire de la publicité. Donc, vous gérez vous-même votre budget et vous donnez des statistiques en fonction de votre budget. Si vous avez 5 dollars, ils vont vous dire, par exemple, sur les 5 dollars, sur 5 jours, vous allez atteindre entre 200 et 300 personnes euh, de cette tranche d'âge. Donc, si vous décidez, par exemple, d'entreposer vos données sur Google Cloud et que vous regardez, en fait, vos données physiques, vos données qui sont stockées là actuellement en local, et puis ce que ça va vous rapporter, si vous déposez vos données sur Google Cloud, en fonction de ça, vous allez dire, en fait, il y a des données qui sont vraiment critiques, des données qui sont vraiment importantes, que si ces données-là, on les perd, vraiment, ça va nous causer de grands pertes. Donc, il nous faut les migrer sur Google Cloud. Donc, vous allez migrer ces données-là. Et puis, pour ce que ça vous fournit comme sécurité, comme sauvegarde, comme service, ben, vous payez en fait. Voilà. Ça. Et les autres données, vous pouvez ne pas les migrer en fait. Donc, la quantité de données, vous allez pouvoir la maîtriser. Donc, vous allez dire, en fait, ces données-là sont très importantes par rapport à celles-là. Donc, si vous payez, par exemple, je dis n'importe quoi, si vous payez euh, 1 Tera, vous payez 15 dollars pour 1 Tera par mois, donc vous allez voir que vous allez essayer de ne pas dépasser en fait les 15 Tera pour pouvoir garder les 15 dollars si les 15 dollars rentrent dans votre budget. Donc voilà, donc il y a cette stratégie-là que les gens doivent mettre en place dans leurs entreprises. Je pense qu'ils ils ont déjà des systèmes de services là, financiers pour pouvoir voir qu'est-ce qui est bon, est-ce qu'on doit prendre, est-ce qu'on ne doit pas prendre toutes ces stratégies-là. Je crois qu'il y a, on appelle les directeurs de transformation digitale, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est une question de gestion de votre budget en fonction des services que offre Google Cloud pour vous et que vous voyez en fait que ces services-là peuvent vous aider en fait. Voilà. Mais aussi, ça veut dire en fait que dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui a utilisé ces services-là, ou bien qui est ingénieur, qui connaît ces services-là, qui connaît l'importance de ces services, qui pourra vous aider à prendre des décisions concernant la validation de tels services, concernant la non-validation de tels services, et puis après, voir quel budget mettre à disposition pour pouvoir les utiliser. Voilà. D'accord. En parlant de données, j'ai vu qu'on pouvait maintenant accéder au modèle de base de VTS IA directement depuis BigQuery. Est-ce que cela signifie que à partir de TensorFlow, on peut entraîner des modèles dans BigQuery Studio? Ouais, ouais, clairement, clairement, clairement. Sur VTS AI, vous avez la possibilité, en fait, d'avoir un notebook partiellement géré. Pourquoi partiellement géré? Parce que vous allez écrire le code. Maintenant, vous allez lui dire de faire la connexion avec BigQuery. Ça, c'est lui qui va gérer ça. Donc, vous lui dites ça dans le code et tout. Donc,
Ça, c'est très intéressant. Donc, vous pouvez en fait avoir accès à BigQuery, la source de données. À la limite, vous pouvez connaître votre dataset, votre jeu de données en fait, en restant sur BigQuery pour faire des requêtes, par exemple. Et puis, quand vous voyez en fait la structure de vos données et tout, vous écrivez le modèle. Euh, le modèle, vous pouvez le créer sur Vertex AI à partir de Auto. Vertex AI qui va vous permettre de faire ça. Et puis, vous entraînez le modèle en restant sur toujours avec Vertex AI. Le truc ici avec BigQuery, c'est que BigQuery qui permet de faire des requêtes. Et puis TensorFlow qui permet de créer des modèles de machine learning. Comment est-ce que vous arrivez en fait à les connecter? Dans le code, BigQuery apparaît en fait, le code de BigQuery quand vous êtes lié, en fait, ça apparaît comme si vous récupérez en fait la source de données. D'accord? Et vous dites au modèle, qu'est-ce que vous attendez en fait en ce moment? Donc, c'est en ce moment, quand vous dites au modèle, qu'est-ce que vous attendez? C'est maintenant que TensorFlow intervient. Et puis, quand vous entraînez le modèle, après, vous le déployez sur un endpoint. Et puis, quand vous êtes déployé sur un endpoint, vous pouvez faire des prédictions. Donc, c'est possible de pouvoir faire ça. Après, même, il y a Looker Studio qui est relié à BigQuery, qui permet aussi de la visualisation des données, etc. Et tout ça. Looker Studio qui est très puissant, qui permet de créer des sheets en fait pour l'analyse de vos données avec les graphes, etc., etc. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc en parlant de Looker, Google a présenté la nouvelle version préliminaire de Jet AI dans Looker qui permet en fait d'exploiter toute leur puissance en matière d'intelligence artificielle générative. Alors, qu'est-ce que Looker? Looker, c'est en fait une plateforme euh, qui permet en fait d'analyser, qui permet de l'analyse d'entreprise de Google Cloud Platform et elle permet aux organisations de collecter, visualiser, analyser des données à partir de diverses sources, notamment de bases de données, des entrepôts de données et des fichiers. Looker fournit en fait une variété de fonctionnalités telles qu'une interface utilisateur qui permet de créer des visualisations de données interactives, un modèle de recherche qui permet de trouver facilement des données dont des utilisateurs ont besoin. Il y a aussi un ensemble d'outils d'analyse avancée qui permet de découvrir des tendances et des modèles dans les données des utilisateurs et des capacités d'intégration qui permettent aussi aux organisations de connecter Looker à d'autres systèmes d'exploitation. Ouais. Donc, c'est vraiment énorme. Hein? Ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à Ouais, pouvoir. Ça travaille fort. On espère qu'on pourra aussi s'approprier ces technologies en fait pour pouvoir évoluer dans nos trucs en fait. ouais, ouais. En parlant de ça même là, collaboration de Google avec GitLab là même là, ouais, faut croire. Hein. Ouais, Faut croire. ça j'ai vu, mais j'ai pas vraiment Faut- pris l'information en fait. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils apportent en Bon, fait avec GitLab? ils ont, ils ont dit que Google Cloud s'associe avec GitLab pour pouvoir intégrer des fonctionnalités de GitLab à Google Cloud. En fait, ce partenariat va combiner des capacités de gestion de code source, de planification, de flux de travail CI/CD et de sécurité avancée et de conformité avec GitLab. Bon, ils n'ont pas encore fait de démo, ils n'ont pas encore mis à disposition des documents officiels pour expliquer ça. Donc, on est encore dans le flou. On ne sait pas exactement quel est le fond du, de leur partenariat. Mais on peut déjà même définir, même si on parle de trucs, on connaît déjà la puissance de Google Cloud, donc avec les ressources. Si vous intégrez
peut-être Google Cloud, vous combinez Google Cloud et GitLab. Donc, déjà, on aura le refactoring au niveau des codes. Ouais. On aura peut-être on pourrait aussi s'attendre à ce qu'on code directement sur GitLab, mais avec une assistance avec Jet AI peut-être, on ne sait pas, ou bien peut-être avec Bart, j'ai dit n'importe quoi. Mais je me dis en fait que ils sont en train de faire des choses pour que ça puisse être centralisé, de sorte à ce que une fois que tu te retrouves dans un environnement, tu n'es pas à te fatiguer en fait. Et tous les outils sont là. Et puis, ça t'aide en fait à être assez productif. Donc, rapidement, tu peux exécuter des choses sans vraiment te fatiguer, tu vois. C'est ça, c'est ce que je me dis en fait. Voilà. Peut-être Ezekiel pourra nous dire quelque chose, comme il dit qu'il est de retour. Bah, voilà, il a Voilà. là. Voilà, salut les gars. Désolé. J'étais dans un call imprévu là. Maintenant, ton écran, on ne D'accord. voit pas. Hein. Tu as vu ton écran est tout noir là. C'est quoi? Ah ouais, non, c'est parce qu'il y a un truc sur mon PC qui cache mon visage. C'est des mesures de protection. À faire des Apple Mac chez nous maintenant. Donc, pour ne pas... Sécurité. Ouais, il faut que je m'assure que je suis bien assis. Désolé. Vous voulez voir mon visage, c'est ça? Bon, attendez, je m'enlève. Non, c'est pas qu'on veut voir ton visage, c'est important qu'on ait ton visage dans la discussion. Ok, voilà mon visage. Donc, pour ne pas nous couper l'appétit, voilà, on est en train de parler tout à l'heure de la collaboration, en fait, du partenariat de Google avec GitLab. Donc, on essayait un peu de comprendre l'idée derrière. Ok, Ouais. il faut ramener l'image. Parce que moi, en fait, je suis dans l'équipe qui travaille sur le projet de collaboration Google Cloud depuis GitLab. C'est super ça. Boss. On a le gourou ici. Non, mais j'ai atterri dedans par hasard. Moi, je ne vois pas ton écran, il est fiché. Attends, Attends, je vais mettre l'image. je vais arrêter de présenter, en fait, voilà, pour te laisser la place pour la présentation. Mais moi, je n'ai pas l'image. Hein. C'est que du coup, il faut que j'aille chercher Attends, l'image. j'ai l'image. Je crois, ouais, lui doit avoir l'image, en fait. Donc, ouais, c'est lui, il a partagé la tique, donc il a l'image. C'est lui qui fait les regards. Ouais, pour tous ceux qui sont dans le, qui nous suivent, en fait, si vous avez des questions, si vous voulez aussi intervenir peut-être, je sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit dans le chat, ou soit vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question. Voilà, c'est l'image qui est là. Ah, super. Voilà ça. Au fait, non. Il faut savoir que la collaboration entre GitHub et puis Google, ça a commencé sur le projet CloudSeed. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de CloudSeed. Et ça, c'est depuis, je crois, c'est 2021 ou 2022. Je crois, ça date en 2021-2022. Donc, du coup, l'idée de base, c'est de pouvoir permettre à ce que les utilisateurs de GitLab soient en mesure d'interagir avec les services de GCP. Donc, du coup, moi, c'est plus la partie déploiement sur Cloud Run qui m'intéresse le plus, parce que c'est la partie où j'interviens le plus. Donc, du coup, moi, récemment, c'est cette année, j'ai intégré l'équipe genre du projet CloudSeed. Donc, du coup, j'apporte aussi ma contribution à ce niveau-là, surtout au niveau de la partie configuration de comment connecter GitLab et puis Google Cloud de façon sécurisée. Et à ce niveau-là, ce que je peux dire, c'est que récemment, les gars de Google, ils ont annoncé un truc là pour la deuxième génération de Cloud Build qui permet de connecter Google Cloud à GitLab de façon à ce que tu peux déclencher ta CI à partir de Google Cloud. C'est-à-dire depuis Google Cloud. Attendez, moi j'ai configuré ça, donc du coup, attendez, je partage mon truc là. Je vais partager mon écran avec ma console, histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble cette histoire. Il faut que j'aille dedans déjà d'abord. Hop, repository, trigger, ok, trigger deuxième génération. Ok, je partage mon écran. Comme ça, vous allez bien voir. Hop, sup. Vous voyez mon écran?
Ouais, on va. Ok, Bon, donc bon. du coup, ça, c'est une configuration que j'ai fait avec la nouvelle fonctionnalité de la deuxième génération. Pour avoir ça, il faut aller dans la deuxième génération de Cloud Build. Donc, du coup, tu peux connecter GitLab à Cloud Build et tu peux déclencher tes CI à partir de Google Cloud, de la console Google Cloud. Et ce qui est cool, c'est que quand tu lances, en fait, ça tourne dans Cloud Build, ça ne tourne pas dans GitLab. Alors qu'avant, quand on faisait la configuration, ce qui se passait, c'est que ça tournait dans les deux à la fois. Tu lances ça déjà dans. C'est-à-dire, tu vas lancer ton fichier Cloud Build YAML à partir de ta CI GitLab. Et quand tu lances ça là-bas, ça va déclencher la CI GitLab. Ça consomme du temps. Et en même temps, ça consomme du temps au niveau de la CI au niveau de Cloud Build. Donc là, du coup, tu n'as plus à consommer du temps des deux côtés. Tu consommes juste du temps au niveau de Cloud Build. Donc, du coup, tu peux déclencher, tu n'as juste qu'à mettre ta branche ou bien le hash de ton commit. Et puis, direct, tu vas déclencher ton truc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche avec les fichiers de configuration cloudbuild.yaml. Donc, du coup, en réalité, quand tu le déclenches, c'est le fichier cloudbuild.yaml que tu as mis dans ton code qui va lancer. Donc, il ne fait que lancer le fichier cloudbuild.yaml que tu as mis dans ton code sur GitLab. C'est ce que ça fait. Donc, ça, c'est une nouveauté. Et ça, quand vous regardez bien dans l'image, Lou, tu peux ramener l'image? C'est juste un truc que j'ai avec eux. Stopper ma présentation. Si tu veux ramener l'image. Ouais. Hop. OK. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, actuellement, il y a la partie sécurité, c'est-à-dire s'assurer que la connexion entre GitLab et puis Google Cloud, c'est sécurisé. Et s'il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser les services compte, ben les gars, n'utilisez plus les services compte parce que c'est sensible. Déjà, mais quand tu vas sur Google Cloud et puis tu regardes sur la page de services compte, on te dit, Google même te conseille de ne pas utiliser les clés de service compte. Quand tu veux générer les fichiers JSON de service compte, Google te dit, ce n'est pas conseillé. Donc, eux-mêmes, ils te disent ce que tu fais là. Ce n'est pas bien. Donc, du coup, il faut commencer par utiliser Workload Identity Federation si vous voulez faire communiquer GitLab et puis Google Cloud. Maintenant, si vous voulez utiliser la deuxième version de Cloud Build pour pouvoir faire la connexion entre les deux, vous devez prévoir une politique de renouvellement parce que là, vous serez obligé d'utiliser des access tokens. Et comme c'est des données qui sont sensibles, il faut prévoir le renouvellement, je ne sais pas moi, chaque mois ou en fonction de ce que vous voulez. Mais ces données-là sont stockées de façon sécurisée dans Secret Manager. Mais sauf est-il qu'on ne peut pas laisser un access token pendant des mois, quoi. Donc, du coup, il va falloir prévoir une politique de renouvellement. Donc, ici, ce qui serait cool, comme vous pouvez le voir ici, moi, j'ai un truc sur ma machine qui l'illustre bien. Mais attendez, on va voir, OK, donc on fait très simple ici. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, le truc de Assured OSS, c'est un truc de Google pour s'assurer que les dépendances que vous utilisez dans vos codes sont vraiment des dépendances qui sont le plus sécurisées possible, quoi. C'est-à-dire éviter d'importer des bibliothèques bizarres dans votre code, des bibliothèques qui ne sont pas sécurisées et tout. Et Cloud, c'est un plugin de Google que vous pouvez intégrer dans votre Visual Studio Code ou bien PyCharm pour bosser avec, pouvoir interagir avec les services de Google Cloud, tester des trucs directement à partir de votre, comment on appelle ça, votre console. Donc ici, il y a la partie GitLab pour le plan, le source control et puis le build. C'est-à-dire, quand vous avez fini de travailler sur votre code, maintenant vous allez mettre ça sur GitLab pour déclencher tout ce qu'il y a comme processus pour builder et tout. Ici, Cloud Workstation, ça c'est un nouveau outil de... Bon, je ne sais pas aussi nouveau que ça. C'est un truc qui est récent chez Google. C'est comme des machines virtuelles où tu travailles dedans, quoi. Je crois que j'ai déjà parlé de ça au IO Extending à Abidjan. C'est comme une machine virtuelle dans le cloud où tu as ton IDE et puis tu bosses à partir de ça, quoi. Donc, du coup, ben, à partir de ça, tu te connectes. Moi, par exemple, la boîte où je travaille, c'est ce qu'on utilise. Donc, tu as ton environnement de travail dans le cloud, ton IDE est dans le cloud, tu te connectes sur ta machine, tu écris ton code, puis tu utilises le source control pour pouvoir gérer tout ce qui est aspect de gestion, version et tout ça là. Maintenant, quand tu finis, tu vas builder, tu vas faire des checks de sécurité, tu finis, tu vas stocker ton image dans Artefact Registry et Google va se charger de vérifier tout ce qui est analyse pour vérifier si le conteneur
que tu as généré, tout ça, il n'y a pas de dépendances sensibles ou bien des dépendances qui ont des problèmes de sécurité et tout ça. Donc, il va procéder au scan pour checker tout ça. Puis après, tu vas pouvoir déployer depuis GitLab. Et puis, il y a Binary Authorization. Ça, c'est un service de Google qui vous permet de vérifier les conteneurs que vous voulez déployer. C'est-à-dire, s'il y a un conteneur, une image conteneur que vous avez générée qui ne respecte pas un certain nombre de critères, vous ne le déployez pas. C'est ça. Donc, vous pouvez déployer ça sur Kubernetes, Engine, ou bien vous pouvez déployer ça sur Cloud Run. Moi, c'est plus la partie Cloud Run. Moi, je suis un gars de Cloud Run, quoi. Donc, c'est la partie là qui m'intéresse le plus. Pour mieux illustrer ce qu'ils ont fait là, attendez, je vous montre. Je partage. Louis, il ne faut pas changer, hein, je partage juste mon écran. Attends, qu'est-ce que vous. Ah, attends, je partage mon écran. Hop, je vous montre un truc. Parce que j'avais écrit un article qui illustre très bien cette histoire-là. Hop, mon dernier article, c'est ça qui parle de ça. Hop. Donc ici, par exemple, dans mon article, ce qui se passe, c'est que si je vais bien, bon, je reviens ici. C'est là où vous allez mieux comprendre l'image que Louis a partagée tout à l'heure. Donc, déjà, la première partie de l'image, de moi, je ne peux pas voir les deux. Louis, tu peux m'envoyer le lien de l'image? Comme ça, je vais mieux expliquer ça. Le lien de l'image ou bien l'article. Tu m'envoies ça la dernière fois, non? C'est pas là où j'ai mis ça. Tu peux m'envoyer Le le lien? lien de l'image. Ouais, le lien, Attends. c'est l'image. Tu lui envoies l'image en même temps. Comme ça, tu vas faire la présentation. Tu vois. Ouais, Voilà, je t'envoie ça sur Google par mail. Cloud. J'avais vu ça dans l'article. Non, ça c'est pas l'article. Mettons miroir le public là. Non. J'ai d'abord, il faut m'envoyer l'article parce que je ne me rappelle plus. Je t'ai envoyé l'image par mail. Oui, champion, faut m'envoyer dans ma boîte mail. Attends. 2023. J'avais vu ça la dernière fois. Ok, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé. Oui, c'est ça, voilà. Ok. Donc ici, par exemple, quand on regarde cette CI/CD qui est là, déjà, il faut savoir que cette partie-là sur OS, CSS, Cloud Code, ça c'est déjà sur votre machine. Cloud Workstation, c'est l'outil que vous utilisez pour développer. Soit vous le faites avec votre machine, soit vous créez une machine dans le cloud, c'est ça qui est Cloud Workstation, et vous travaillez dessus. Donc, cette partie et puis les deux qui sont en haut là, c'est sur votre machine. À partir du moment où on arrive sur GitLab pour la gestion du code, on va pousser notre code. Et une fois qu'il y a notre code, il y a la partie build qui est là, par exemple. Et ici, quand vous regardez dans cette CI-là, vous avez la première partie qui est la partie build. Donc ici, on va builder notre code. Maintenant, il peut arriver que vous effectuez des tests de sécurité, comme ils ont rajouté ici la Sécu. Donc, il y a des outils pour pouvoir faire des tests de sécurité, vérifier votre code si c'est un code de qualité, tout ça. Il y a des outils comme ça pour le faire. Désolé, il y a mon alarme qui se déclenche. OK. Donc, du coup, vous pouvez rajouter l'étape de sécurité, de check de sécurité d'abord. C'est à vous de voir. Maintenant, il y a la partie build où vous allez builder, vous allez construire l'image Docker. Quand vous allez finir de construire l'image Docker, ici, ils ont dit quoi? Quand vous avez fini de builder l'image, ici, ils ont mis la partie sécu avant le build. C'est à vous de voir. C'est-à-dire la partie sécu, c'est vraiment à plusieurs étapes. C'est-à-dire, dans GitLab, vous pouvez vérifier la qualité de votre code avant même de builder votre image. Et après, vous pouvez aussi vérifier la qualité de votre image que vous avez buildée. Ça, comment on appelle ça? Ça va dépendre de vos usages. Mais généralement, la partie sécu, c'est pour check généralement le code. Et puis, généralement, quand on build l'image, bon, on se fie plus au scanner de conteneur qui est intégré dans Artefact Registry. Moi, c'est comme ça, moi, c'est ma procédure à moi. C'est-à-dire, je vérifie la partie sécu, même si je n'ai pas intégré ça dans l'article. La partie sécu du genre pour vérifier la qualité du code. Je finis, je build mon truc. Et puis maintenant, une fois on a buildé, on envoie sur Artefact Registry.
Et ici, c'est l'étape push ici, c'est l'étape qui consiste à envoyer l'image que j'ai buildée sur Artefact Registry. Donc, cette partie Artefact Registry, on envoie là, c'est ça qui est ici. Donc, ça permet d'envoyer l'image qu'on a fait, qu'on vient de builder sur, comment on appelle ça, Artefact Registry au niveau de Google Cloud. Et quand on finit, maintenant, il faut le déployer. Maintenant, ici, le déploiement, le processus de déploiement ici, je le déclenche à partir de GitLab. Mais quand je le déclenche, en réalité, c'est un autre service de Google que je déclenche qui s'appelle Cloud Deploy. Et ce service-là, il va me permettre de pouvoir déployer dans différents types d'environnements sur Google Cloud. Et je trouve ça quand même bizarre que pour la partie deploy, il n'ait pas combiné genre... parce que ce qui se fait actuellement, c'est que beaucoup de personnes utilisent Cloud Build pour pouvoir faire les déploiements. Et puis, c'est ce qui se faisait avant. Moi-même, c'est ce que je faisais avant l'arrivée de Cloud Deploy. Mais depuis que Cloud Deploy est là, je n'utilise plus genre Cloud Build, sauf s'il y a des cas exceptionnels, quoi. Sinon, avant, ce qui se faisait, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré ça. Voilà. Ça, ce qui se faisait avant, c'était ça, en fait. Tu as un fichier Cloud Build dans ton code et arrivé à l'étape là, à l'étape deploy là, tu déclenches ce fichier à partir de GitLab. Maintenant, on a la possibilité de déclencher ce fichier à partir de Google Cloud avec la deuxième génération de Cloud Build. Donc, du coup, ça, c'est déjà un avantage. Donc, c'est ce qui se faisait avant. On utilisait Cloud Build. Mais là, du coup, avec l'arrivée de Cloud Deploy qui est vraiment conçu pour les déploiements, moi, perso, je préfère utiliser Cloud Build parce que c'est plus facile à utiliser que, comment on appelle ça, Cloud Build. Mais sauf qu'il y a beaucoup de personnes, même là où je bosse, c'est Cloud Build qu'on utilise pour faire nos déploiements. Mais est-ce Ouais. que on pourrait utiliser ça pour déployer en fait des... Moi, c'est tout ce qui est comme machine learning. Ah ouais, attends. C'est Donc, là où tu vas apprécier. Je ne sais pas si... parce que nous, on a une manière de déployer en fait sur Vertex AI qui est assez simple, sans code. Bon, si tu prends la partie sans code, en fait, no code, il y a une partie aussi code, même là, même encore, même la partie code, c'est que tu actives juste, l'entraînement. Mais est-ce que ta partie là, le deploy que tu montes là, en fait, là, il est capable de nous aider sur ça, en fait? C'est là que tu vas voir la magie. En fait, il y a ça dans le groupe du projet. Comme je vous ai dit là, tout à l'heure, c'est que j'ai la chance, c'est une chance pour moi, de travailler avec les gars qui bossent sur cette partie-là. Donc, du coup, attendez, je vais dans le Discord et puis je récupère le lien et puis je vous montre. C'est ça où ça devient magique. C'est-à-dire, depuis la CIA, tu peux envoyer des trucs à VTS et puis tu donnes des réponses. Attendez, je vous montre ça. Sérieux? Sérieux? C'est pas possible. Oh! Ouais, ils ont fait fort. Google a fait fort. Attention, ça commence à devenir dangereux. Comment ça dangereux? C'est intéressant plutôt, oui. Ok, j'ai Oui, trouvé ça. mais ça commence à devenir dangereux. C'est que la concurrence commence à être rude. Ouais. Et puis maintenant, il y a Glab. Glab, c'est un outil de GitLab pour voir, genre, c'est comme ChatGPT, quoi, mais spécialement pour Git. Tu fais Glab, Git, là, et puis il t'aide. Si par exemple, tu as un souci avec Git, il va t'aider pour te dire comment les commandes exécuter, tout ça. Ouh. Donc, Ah ouais. oui, d'accord. Donc, du coup, quelqu'un qui est nouveau, qui arrive sur GitLab, c'est pas fait des pushes, par exemple, des trucs comme ça. Lui, il va lui donner toute la procédure pour faire les pushes, comment on appelle les trucs là, les pushes, les commits, etc. Justement, c'est ça. Tu vois, ça, par exemple, ça, c'est VTS AI. À partir du projet, c'est toujours le projet Cloud Seed. Tout à l'heure, j'ai parlé du projet Cloud Seed, genre où j'apporte ma contribution. Donc, ici, par exemple, tu peux, par exemple, faire des détections de documents, de phases, de tests. Genre, tu n'as juste qu'à mettre dans la CI ici, ton input, et puis il va te générer un fichier à la fin, puis tu récupères ton truc. C'est juste que c'est une étape de ta CI que tu exécutes. Tu donnes le fichier, tu donnes le résultat. Ça, c'est un truc de... Ça, c'est pipeline Google AI Vision pour quoi déjà? Ok, détecter les tests. Donc, tu lui renvoies un fichier, par exemple, tu vois un fichier PDF. C'est énorme, hein? Et puis, le gars, il te génère les tests. Il y a pourquoi? Il y a pour une phase, un document, render
Bon, moi, je ne fais pas trop VTest, je ne sais pas quoi c'est render. Bon, c'est fast, mais ça, c'est Yara qui va savoir pourquoi ils ont mis render. Valider, environment, ouais, ça, c'est le fichier GitLab, tout ça. Ça, c'est les gens, ils ont tout mis ensemble, quoi. Donc, si tu veux faire, comment on appelle ça, ça dépend de ce que tu veux faire. Vision AI avec. Non, ça, c'est pas c'est une étape de validation. Ça, c'est une étape de détection des documents. Si tu veux faire détection des documents, c'est ça. Ça, c'est juste une étape de validation. Détecter un Par document. exemple, au fichier Docker, là, la configuration des fichiers Docker. Ah non, en fait, ici, là, ce qui est cool, c'est que tu vois, il y a l'image de base qui est ici. C'est juste l'étape là. Si par exemple, à l'heure actuelle, toi, là où tu es actuellement, tu veux faire un truc genre, tu veux faire un truc de détection de tests dans ta CI à partir de GitLab, ben, tu rajoutes ça. Tu rajoutes ça, tu as juste à mettre ton input et puis c'est bon. Ici, tu vois, input folder. Tu as juste à mettre ton input et puis le reste, c'est parti. Bon, en fait, les gars, ils sont en train de créer en fait un Jarvis, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, mais un moment, tu vas te retrouver là, tous les trucs là sont, voilà, tout est centralisé, c'est coordonné. Tu lui demandes, lui, il va, il cherche, il vient. Tu lui dis, je vais faire un déploiement, il utilise tes services, il fait le déploiement à ta place. En fait, voilà, ce sera ça, quoi. La nouvelle génération d'informaticiens, là, ils ne vont pas souffrir beaucoup. Oh, et puis. Non, il ne faut pas dire ça, parce que le souci, c'est que, quand tu parles de souffrance, là, le souci, c'est que, tu vois, actuellement, là, non, nous, on est à ce niveau-là parce qu'on a déjà eu à faire, tu vois, ce qui existait avant, tu vois un peu, non? Mais si tu arrives un coup, puis tu viens tomber sur les trucs comme ça, sans savoir, genre, la base de ce qui existait avant, là, la prise en main, ça ne sera pas cool, hein? Parce que tu arrives, ok, tu trouves un truc comme ça, VTest. Tu ne sais même pas comment VTest fonctionne. Tu ne connais même pas la logique de VTest. Ok, tu configures et tout ça, tu déposes. S'il y a erreur, c'est là où on va voir. C'est quand il y a erreur là, c'est là où on sait qui est qui. C'est quand il y a bug là. C'est quand ça bug en tout cas. Si on sait copier-coller là, tout le monde peut faire. Quand tu as vu, tu copies, tu colles, puis tu déposes. Ça marche, c'est bon. Mais le jour ça bug, champion. C'est là où on sait si. Quand ça bug, forcément, tu dois revenir aux sources. Quand c'est aux sources là, ça devient bizarre. Tout le monde évite de faire. Parce qu'actuellement, là, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, tout le monde saute, c'est en mode, tout le monde part directement. C'est un peu comme l'étude de, ça m'appelle l'étude de blockchain, genre les développeurs blockchain, où on parlait de, c'est pas Web3, Web 3.0 là. Et puis tout le monde, en mode, tu n'as jamais fait HTML, tu n'as jamais fait CSS, et puis ni JavaScript, et puis tu sautes en mode, tu es développeur Web 3. Les gars, ils font la magie, quoi. Les bases, même, tu n'as pas. Les gars, ils sautent net. Ils sont arrivés de l'autre côté là-bas. C'est pas la fin. D'accord. Merci à tous. Je ne sais pas si Mohamed, tu n'as pas parlé durant toute sa session. Il y a un dernier truc, c'est juste une info. En fait, ça aussi, c'est encore une question de chance. Moi aussi, j'ai encore dit moi aussi. Mais j'ai aussi la chance de faire partie de ceux qui actuellement ont accès à Duet AI. Je ne sais pas si vous avez parlé de Duet AI. On a parlé de Duet AI. J'ai accès spécialement à Duet AI pour les développeurs, genre dans mon éditeur. Donc, du coup, quand j'écris du code, il me fait des propositions et tout ça. C'est pas mal. Bon, moi, je n'ai jamais utilisé Copilot. Dans quel éditeur? Je vais dire par rapport à Copilot, c'est comment passer. Je n'ai jamais utilisé Copilot. Mais Duet AI, ça fonctionne pas mal. Quand tu lui demandes de générer un code pour un truc, il le fait. Parfois, même, je suis en train de faire des trucs dans mon fichier et tout. Et puis, il me fait des propositions, nickel, tranquille. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas encore aussi au top, mais ça vient, quoi. Puis c'est dans quel éditeur? Ça passe dans tous les éditeurs. Ouais, ceux qui ont Visual Studio Code, par exemple, eux, ils ont le chat qui est déjà intégré. Par exemple, moi, j'ai PyCharm, ils n'ont pas encore intégré le chat. Donc, du coup, il y a aussi le chat à côté, tu peux lui poser des questions et tout ça. Et puis, il y a un nouveau truc de Google, ça s'appelle IDIS, je ne sais pas si vous avez parlé. C'est un éditeur de Google dans le cloud que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez vous inscrire en tant que, comment on appelle ça, testeur.
Bon, c'est libre. Hein. Avant, c'était un peu truc là. Mais actuellement, ils ont rendu ça open pour que tout le monde puisse s'inscrire pour tester, pour voir. Surtout pour les développeurs de Firebase, tout ce qui est Firebase là. Monsieur Louis. Ça va beaucoup vous aider, quoi. Ouais, c'est un truc avec déjà l'intelligence artificielle. Donc, du coup, il vous propose des trucs, genre, tu te fatigues plus beaucoup, quoi. Ça s'appelle IDINS. Il faut taper IDINS Google. Vous allez voir. C'est un projet de Google. Okay. D'accord. C'est ça. Attends, je vous envoie le lien. Vous tapez juste idins.dev. Et puis, vous allez voir. Envoie-nous le lien. Il y a Ouedraogo qui voulait parler là. Allez, si, bon, moi, je j'ai fini de parler. Non, ça va. Moi, j'étais en train d'écouter japonais seulement. Parce qu'en cloud, je ne sais pas trop. Je ne savais même pas que GitLab était concurrent de GitHub. Je ne savais même pas tout ça. D'accord. Bienvenue dans la team, t'inquiète. Nous tous, on est là, on apprend, hein, t'inquiète. C'est tous les jours. Ouais, en tout cas, en cloud, c'est maintenant que je suis en train d'apprendre. Donc, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup. Ça m'a forcé même à chercher certaines choses. Super. Donc, comme tu es sur notre plateforme là, consulte souvent tes mails parce qu'on envoie souvent des informations pour des sessions de formation ou des workshops comme ça. Donc, tu peux sans toi de venir discuter avec nous. Et puis, nous aussi, on aimerait apprendre de toi. Donc, voilà, n'hésite surtout pas. Il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est beaucoup basé sur Google, non? Non, t'inquiète. Non, attends, Louis, il ne faut pas lui dire ça comme ça. En fait, il y a un truc qu'il faut savoir. Il ne faut pas qu'il s'est basé sur Google. En fait, nous, actuellement, l'approche qu'on essaie d'adopter, c'est de vraiment sortir du lot. On est Google, quoi. Par exemple, actuellement, on fait une formation GitLab. Non, GitLab, ce n'est pas Google. C'est vrai, tu vois un peu, non? C'est-à-dire, en fait, l'idée, peut-être tu as passé le mot à tes camarades, là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de participants. C'est souvent le point que nous, on a de la communauté. Les gens, ils n'ont pas participé à nos événements. Donc, il serait bien que on ait beaucoup de personnes. Quoi. Sinon, nous, actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire des formations de bout en bout sur des technologies. Actuellement, là, si on finit GitLab, on va entamer une formation pour une nouvelle technologie qui n'a rien à voir avec Google. C'est-à-dire, on essaie vraiment de former les jeunes Ivoiriens sur des technos qu'ils peuvent utiliser dans les entreprises en Côte d'Ivoire. Parce que ça ne sert à rien de former les gens. On ne sait pas que ça ne sert à rien, mais former des gens à Abidjan sur une technologie qui n'est pas utilisée par les entreprises ivoiriennes. Après, on ne va pas trouver de travail. Nous, notre objectif, c'est d'aider les gens à acquérir de la connaissance pour trouver du travail. Oui, je vois. Donc, vous pouvez, c'est pas, comment on dit, utiliser aussi d'autres technologies quoi, pour... Oui, actuellement, on fait une formation sur GitLab. Maintenant, si vous voulez apprendre une autre technologie, à part des technologies de Google, vous pouvez nous écrire et puis voilà, on va trouver des conférenciers expérimentés pour pouvoir faire la formation. Et toutes ces formations sont en fait gratuites. Donc voilà, vous n'avez qu'à nous dire que voilà, je suis intéressé par cette technologie hormis Google. Et puis voilà, on va trouver le conférencier et puis programmer des sessions de formation là-dessus. Donc, par exemple, il peut demander qu'on ait des cours sur AWS, par exemple, au lieu de GCP. Ah, je ne sais pas. Est-ce que ça, c'est possible? Sur ce point-là, c'est possible, pas des cours en quelque sorte. C'est-à-dire, on pourrait par exemple parler d'AWS. Tu vas voir qu'on va peut-être confronter les différents services de AWS aux différents services de Google. On pourra inviter par exemple quelqu'un qui s'y connaît en AWS et quelqu'un qui s'y connaît en Google. Et ça pourra en fait animer des workshops, des talks, des panels, des choses. Mais on s'en tient à notre guidelines au niveau de la communauté qui est orientée cloud, etc. Mais on peut en parler, par exemple, tu vois, mais on peut pas être à 100% là-dessus. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, je vois l'idée. Voilà, GitLab, c'est pas quelque chose de Google, mais en fait, ils vont
ils vont faire des formations là-dessus. Mais, par exemple, AWS est concurrent direct de GCP. D'accord? Et nous, on a une communauté qui est chargée, en fait, du Google Cloud. On peut, par exemple, en parler, comme je l'ai dit, avec ceux qui veulent savoir un peu plus sur AWS. On peut peut-être organiser un événement avec les gars de AWS, d'accord? Mais on ne peut pas former à 100% de bout en bout quelqu'un qui a fait du AWS. Tu vois, parce qu'il faut qu'on respecte aussi notre ligne de conduite, ou disons notre guidelines. Je ne parle pas voilà, c'est comme ça. Hein, tu veux dire. Mais genre, si on pouvait parler de. Non, Ma question qui donne quoi? il n'y a pas de souci. On peut en parler, on peut faire des débats comme aujourd'hui, comme par exemple, on a parlé spécialement de tout ce qui est sorti du Cloudness. On peut organiser quelque chose comme ça aussi pour AWS. Dans un événement, on peut introduire AWS et on peut introduire Microsoft dessus. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est rempli. D'accord. D'accord, donc merci à tous d'avoir participé à cet événement. Je coupe l'enregistrement. Ok.